Bonsoir. Je vous remercie toutes et tous d'être présents pour assister à cette conférence. Et je voudrais d'abord féliciter les élèves qui ont organisé à la fois cette conférence, mais aussi une série de conférences un peu plus technologiques ou techniques sur le thème l'ingénieur dans la transition environnementale. J'ai assisté au cours de réunions du club Mines Développement Durable et d'autres clubs à l'émergence de cette idée qui s'est transformée en quelque chose de concret. Et effectivement, les thèmes abordés ce matin, c'était quelle gestion durable des ressources, une ingénierie en transition, que nous dit le débat économique contemporain. Donc ce sont des sujets qui sont à la fois importants, donc il est important de les connaître, de les appréhender, mais ça s'inscrit aussi dans le cadre je dirais de la stratégie de l'école, puisque la transition environnementale est un des deux thèmes de la stratégie de l'école. Les élèves ont réussi à construire cette série de conférences de 2 jours. C'est pour eux sûrement une expérience très utile qui leur servira tout de suite dans leur vie professionnelle. C'est un challenge qu'ils ont bien réussi et je voudrais à nouveau les féliciter. Alors nous avons ce soir des intervenants de qualité. Et le premier d'entre eux est Jean-Pierre Clamadieu, qui est aussi mineur de Paris, qui est un ingénieur du corps des mines, qui a fait un passage dans l'industrie, mais qui aujourd'hui est le président du conseil d'administration d'Engie, un acteur majeur de la transition énergétique. Donc sans plus attendre, je lui passe la parole pour introduire la conférence. Excusez-moi, on a eu un petit contretemps dû à une contrainte d'emploi du temps. Donc pour que les intervenants de la table ronde aient le temps de s'exprimer, on va commencer par la table ronde et on finira par Monsieur Clamadieu qui clôturera donc le débat. Ok. Merci pour votre, pour votre compréhension. Je viens de savoir. Donc on va accueillir Juliette Noël, qui est journaliste spécialisée sur les questions de transition et qui animera donc ce débat. Bonjour à tous. Donc, c'est bon ? Bonjour à tous, donc on va lancer effectivement cette table ronde qui a pour titre « Comment faire les choix techniques dans la transition environnementale ». Donc je note que les élèves ont choisi transition environnementale et pas simplement climatique. Et c'est très très bien parce que ça inclut aussi la biodiversité dont on parle assez peu. Et c'est voilà quelque chose de global. Donc la transition environnementale, aujourd'hui, elle est absolument nécessaire puisqu'on est passé dans ce qu'on appelle l'ère de l'anthropocène. Je pense que tout le monde ici sait ce que c'est que l'anthropocène. Je le rappelle rapidement, c'est une nouvelle ère géologique qui a été décidée. Alors, il n'y a pas tout à fait consensus, mais bon, du fait que l'empreinte globale de l'homme sur les écosystèmes est tellement importante qu'il a fallu changer de nom. Alors, si aujourd'hui on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose, il y a débat sur les choix à faire. Et une fois qu'on a fait ces choix, comment est-ce qu'on passe à l'action ? Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, on va essayer de débattre de ça avec les intervenants qui sont, je les appelle les uns après les autres. Donc, Claire Tutenuy. Donc, Claire Tutenuy est ingénieure, je crois aussi ingénieure des mines. Claire a travaillé dans l'industrie. Elle fait du conseil en stratégie et organisation, mais elle est surtout déléguée générale d'une association qui s'appelle EPE, Entreprise pour l'environnement. J'appelle ensuite Mathieu Orphelin. Mathieu Orphelin qui est député du Maine-et-Loire, ingénieur également de cette grande école. Tout à fait. C'est vrai. D'accord. Donc Mathieu Orphelin a travaillé longuement à l'ADEME, qui est l'agence pour la maîtrise de l'énergie. Alors j'arrive jamais à le dire en entier. ADEME, agence voilà, et de la maîtrise de l'énergie. Et enfin, Florent Augagneur,
qui est philosophe des sciences, ancien conseiller scientifique de la Fondation Nicolas Hulot et qui est aujourd'hui vice-président de la Commission nationale pour le débat public, excusez-moi. Donc je viens m'asseoir. Alors, je vais tout de suite commencer la table ronde avec Mathieu Orphelin qui a des contraintes et qui va devoir malheureusement nous quitter un petit peu plus tôt. Donc, Mathieu Orphelin, ces choix techniques à faire dans la transition environnementale, la question que les élèves ont choisi de vous poser en premier, c'est peuvent-ils être démocratiques bien qu'ils s'appuient sur une expertise scientifique ? Bonjour et merci de cette question assez compliquée. Et puis désolé de partir plus tôt. Merci Monsieur Clamadieu d'avoir accepté ce petit changement d'ordre du jour. Vous l'avez rappelé en introduction, c'est évidemment une transition globale. C'est des aspects climat, les aspects biodiversité, des aspects de consommation de ressources dont on parle trop peu souvent, et je crois que ça va être notre prochain défi collectif d'arriver à faire qu'effectivement, dans l'appréhension de ces problèmes-là, on a eu le climat, qui est maintenant au cœur des préoccupations des élèves. Moi, je le dis souvent, la première fois que j'ai entendu parler du changement climatique, c'était dans ma bibliothèse. Donc désolé de passer pour un ancêtre, mais c'est la réalité. Moi, je suis ingénieur environnement et je n'avais jamais entendu parler du changement climatique. Donc, on voit la vitesse à laquelle ces questions-là sont arrivées dans nos vies. La biodiversité, c'est effectivement enfin un combat là où l'effondrement est au même rythme, très important. Et puis, le combat politique à gagner technologique dans les prochains mois, c'est la consommation de ressources, que ce soit des métaux rares ou des ressources banales. Effectivement, là aussi, on doit avoir évidemment ces sujets-là à l'esprit dans le développement des prochaines technologies dans tous les domaines, l'énergie comme dans tout le reste des domaines de production. Quelle est la place de la démocratie dans les choix technologiques ? C'est vraiment une question qui est très compliquée et où finalement, souvent, il n'y a pas eu de regard ou de choix technologique sur ces questions-là. Quand la France a lancé son programme nucléaire en réponse à, évidemment, la crise pétrolière, ou plus récemment, je vais reparler aussi de quelques récentes décisions sur le nucléaire, il n'y a pas, effectivement, systématiquement, la confirmation démocratique des choix qui sont faits. Et on est dans un pays, la France, où effectivement, souvent, les grands choix de technologie énergétique ont été faits sans ce regard citoyen, qu'on peut questionner, effectivement, citoyen ou politique. Comment donner la décision à des gens qui n'y connaissent finalement pas autant que nos experts ? Ça nous amène aujourd'hui à un certain nombre d'absurdités qu'on essaye de corriger. Par exemple, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est ce chemin si important, qui va définir le chemin énergétique de notre pays pour les prochaines années. C'est quelque chose qui ne passe pas devant le Parlement, pour l'instant. Et donc là, ça pose quand même une question démocratique. Quand on découvre, il y a quelques mois, et ça a été confirmé encore, que le gouvernement décide de demander aux acteurs du nucléaire de commencer à réfléchir à la relance d'un programme d'une série d'EPR, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, pour ou contre la relance d'un programme d'EPR, ça pose quand même un fondement, enfin un vrai problème que de ne pas faire valider ces choix-là par la démocratie. Donc,
À chaque fois, on peut se dire, mais c'est pas grave, c'est pas tout à fait le projet, on demande juste les premières étapes, etc. Mais il y a là une vraie question démocratique forte. Démocratique aussi pour s'assurer que les politiques qui sont mises en œuvre et décidées puissent être acceptées par les citoyens. C'est là où de nouveaux outils comme ceux qui sont mis en œuvre, comme la Convention citoyenne pour le climat, sont là aussi fondamentales, parce qu'à chaque fois qu'on va associer, et d'ailleurs la Commission nationale du débat public l'avait bien montré avec son G400, à chaque fois qu'on va associer les citoyens à une prise de décision, y compris sur des sujets techniques, ça va permettre d'éclairer d'un œil intéressant les décisions techniques. Et quand on regarde ce qu'ont donné les rapports de la CNDP sur le débat public, mais sûrement que mon voisin en reparlera tout à l'heure, il y avait déjà un certain nombre de signaux faibles sur le fait que la fiscalité écologique, des signaux forts même d'ailleurs, en tout cas il y avait des signaux sur le fait qu'il fallait mettre en œuvre cette transition écologique différemment. Donc pour moi, le contrôle démocratique par la démocratie représentative, notamment évidemment députés et sénateurs, puisqu'on représente, on a été élu, qu'on donne un avis sur tout ça, il faut que ce soit le plus éclairé possible. Et là, effectivement, pour ceux qui ont des insomnies, qui suivent les débats au Parlement, la nuit notamment, parce que les sessions de nuit sont toujours les sessions un peu de moins bonne qualité que les sessions de jour, effectivement, des fois, on peut se dire mais que le débat n'est pas assez éclairé. Et assez vite, quand on va rentrer dans des sujets de choix technologiques, des choses comme ça, on va être effectivement pas toujours sur des débats de très haut niveau. Mais c'est un fait, et la démocratie, c'est aussi ça, et il faut qu'on arrive à faire je crois vraiment, à renforcer ce lien entre les politiques et la science. Il y a l'OPESC qui existe, mais on pourrait là aussi innover. C'est un certain nombre de propositions qui sont sur la table. Il y a d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, où à la fois le gouvernement et les parlements ont un chief officer qui est responsable de synthétiser, faire le lien entre la science, les technologies et la décision politique. Donc on ne part pas de rien du tout en France. Il y a l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques qui apporte un éclairage, etc. Mais je crois qu'on pourrait innover sur cette question-là et mieux éclairer la décision politique de l'ensemble des aspects. Mais souvent, là aussi où il faut qu'on éclaire mieux les décisions, ce n'est pas tellement que sur les aspects technologiques, c'est aussi sur tout ce qui accompagne, et notamment, évidemment, les aspects de société, de solidarité. Et là aussi, nos choix technologiques, ils doivent être maintenant imprégnés de tout ça. Il faut que quand on travaille sur une innovation technologique, même si la plupart des innovations qui nous sauveront ne sont pas forcément technologiques, mais il faut qu'à chaque fois, on se pose la question de comment elle répond à l'urgence écologique et comment elle répond à l'urgence sociale et sociétale au niveau d'un pays, au niveau aussi de la planète, etc. Je crois que ça, compte tenu de l'urgence que vous rappeliez en entrée, mais ça doit être le fil conducteur de nos réflexions sur les technologies et sur ces choix technologiques pour les prochaines années. C'est les sujets, tout se joue sur notre réussite de cette transition ou pas. Si on continue comme aujourd'hui, etc., tout va s'effondrer, tout le reste, tout ce qui a de l'importance à nos yeux, s'effondrera. Donc il faut la réussir, et ça, on la réussira aussi par un partage des solutions, des constats, et donc plus de démocratie dans les choix politiques et techniques. Justement, vous disiez donc je reprends vos mots, que les débats ne sont pas toujours à l'Assemblée de très haut niveau et que les politiques ne sont pas toujours éclairées, mais est-ce qu'il n'y a pas un immense besoin de pédagogie, notamment aussi auprès de l'opinion publique? Vous parliez du nucléaire. Il y a un sondage qui a été fait il y a quelques années qui montre que 80% des gens pensent que le nucléaire, l'énergie nucléaire,
est mauvaise pour le climat. Donc comment est-ce qu'on peut faire les bons choix quand la pédagogie de base n'a pas été faite? Alors c'est pas du tout pour mettre en avant le choix nucléaire, hein, mais je dis juste qu'on se décide parfois sur des mauvaises bases. Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait, je ne sais pas moi, des cours à la radio ou à la télévision et évidemment dans l'enseignement supérieur et à l'école? Évidemment qu'on peut beaucoup progresser à tous les niveaux, en formation initiale, en formation continue, et plus globalement. C'est pour ça qu'avec les collègues Cédric Villani et Delphine Bateau et 80 collègues de toutes les bancs politiques, on a porté une proposition de loi pour effectivement arriver à généraliser la prise en compte de ces questions-là dans tous les cursus du supérieur. Mais la question se pose évidemment aussi pour le pré-bac. Moi, ce qui m'a frappé avec la Convention citoyenne pour le climat, je ne sais pas si vous avez participé, si vous avez regardé, une partie d'ailleurs des séances sont publiques, vous pouvez aller voir comment ça se passe, c'est effectivement ce programme d'appréhension des enjeux, mais aussi des solutions qui a été proposé à ces 150 citoyens tirés au sort. Ce qui a eu sur certains d'ailleurs des effets très très forts. J'ai lu hier qu'un des participants disant ben voilà, moi je suis arrivé là climato-sceptique. Je n'ai pas honte de le dire. Et effectivement, après ces 2 premiers week-ends de travail en commun, confrontant l'ensemble des expertises, pas simplement techniques, mais l'ensemble des expertises disponibles sur ce sujet-là, ça m'a fait évoluer, ça a fait vraiment une prise de conscience de tout ça. Et en regardant la Convention citoyenne, je me disais, waouh, on aurait dû faire la même chose avec les députés. Je ne veux pas du tout d'ailleurs me dénigrer ou dénigrer les collègues, parce que je crois que beaucoup de députés ont conscience qu'il faut faire plus, etc. Mais les responsables politiques ne sont pas encore à ce que moi j'appelle la pleine conscience écologique. Et je crois que ça passe beaucoup, effectivement, par ce diagnostic initial des enjeux, mais aussi et surtout des solutions. Et ça permettra d'ailleurs de voir comment il faut mettre les gaz au maximum sur toutes les solutions pour avoir une chance de se recoller au scénario aussi bien sur le climat que sur la biodiversité, etc. Donc oui, il y a un enjeu majeur de mettre ça au cœur, d'arriver à cette pleine conscience écologique. Et du coup, effectivement, je crois que ça manque à beaucoup de niveaux aujourd'hui de décision dans notre pays comme ailleurs, etc. Prendre cette pleine conscience des enjeux, des solutions et revoir après chacun nos métiers, nos innovations, nos décisions politiques dans effectivement une nouvelle dimension beaucoup plus ambitieuse. Oui, parce que effectivement, quand on écoute les témoignages des citoyens à la Convention, ils disent tous, je savais qu'il y avait un problème, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Et d'ailleurs, Claire Tutenuy, vous aviez eu l'occasion de me dire que aussi, quand vous aviez fait un test pour le projet ZEN 2050 auprès des citoyens, ils avaient eu exactement la même réaction. Donc, il y a vraiment un enjeu aussi démocratique de partage des connaissances. Tout à fait, on a rejoint exactement cette question de pédagogie. D'ailleurs, ça fait partie des... Je vais faire mon petit sondage. Qui a déjà lu ou vu ou entendu parler de l'étude ZEN 2050 ? Ça va, ça commence à venir. Merci. Bon, il y en a, elle est disponible gratuitement sur le site de Entreprises pour l'environnement. Et ce que je vais dire est beaucoup basé là-dessus. Donc forcément, j'ai tendance à en parler. Mais l'une des conclusions qu'on a eues, c'est exactement celle-là. C'est que les citoyens nous ont dit, on ne savait pas, on ne se doutait pas. Et surtout, on ne se doutait pas que nous aussi, on devait faire notre part. Et donc je vais revenir après sur les choix techniques et politiques, mais je partage complètement cette nécessité. On ne peut pas faire des choix politiques si le corps social n'a pas compris de quoi ça parlait. Et je pense que le choix du nucléaire, quand il a été fait dans les années 60, il a été compris. Il n'a pas été compris techniquement, il a été compris politiquement. C'était l'indépendance vis-à-vis enfin, c'était géostratégique. Et l'électricité ne serait pas chère. Donc il y avait ce débat-là a eu lieu
plus que le débat qu'il a pu y avoir lieu en Allemagne il y a quelques années. Et donc mais le corps social français avait compris des choses. Et donc il y a une adhésion du corps social à la transformation climatique et écologique qui doit être obtenue et qui effectivement la Convention citoyenne est un des moyens de le faire en quelques semaines. C'est incomplet, mais c'est innovant et c'est sûrement intéressant. Enfin, tout le monde est très attentif à ce qui va en sortir. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je vais rebondir auprès de Monsieur Augagneur, de Florent Augagneur. Donc, en tant que vice-président de la Commission nationale du débat public, est-ce que vous pensez que la démocratie est outillée justement pour répondre à la crise environnementale ? Alors, bonsoir à tous. J'ajoute juste qu'ici, tous les trois, on est tous les trois issus de la FNH. Donc c'est vrai que d'avoir du débat entre nous, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est vraiment issus du même milieu. Mais j'ai quand même quelques petits désaccords avec ce que j'ai entendu et je vais faire exprès d'appuyer là-dessus. Alors, c'est pas vraiment en tant que CNDP que je vais répondre, c'est juste en tant que citoyen ou philosophe qui a réfléchi sur ces questions. Alors, je vais juste prendre 3 minutes pour poser le cadre. La démocratie représentative, c'est-à-dire la démocratie qui fonde la légitimité sur l'élection, c'est très bien, il ne faut pas la remettre en cause, et ce n'est pas du tout ce que je suis en train de faire, et ce n'est pas du tout ce que je vais faire, qu'on soit très clair. Seulement, elle a 3 limites. Elle a 3 limites qui posent même des problèmes en matière d'environnement. Donc on va dire 2 petites limites et une limite vraiment assez importante. La première limite, c'est que la démocratie représentative est une représentation qui, on va dire, n'est pas statistique. C'est-à-dire, tout le monde sait que les assemblées élues ne sont pas représentatives statistiquement de la population et ça a un impact sur ce que Habermas appelle la délibération, c'est-à-dire la qualité de la délibération. C'est-à-dire que pour qu'une délibération soit de bonne qualité, il faut qu'il y ait énormément d'arguments qui se confrontent, c'est ça une délibération, et effectivement les assemblées élues sont d'une certaine manière une reproduction oligarchique d'une même classe sociale et souvent du même âge, du même milieu, etc. Et qu'au lieu d'avoir des confrontations d'arguments pluriels et de points de vue très divers, nous avons souvent des confrontations idéologiques. Ce qui ne joue pas la qualité de l'argumentation et ce qui ne joue pas la qualité de la délibération et donc de la décision. Et évidemment, il y a toujours des exceptions, comme Mathieu Orphelin, qui est évidemment l'exception qui confirme la règle. Alors, ce n'est pas du tout, d'ailleurs, c'est pas du tout d'ailleurs une question de personne, donc c'est un peu idiot ce que je viens de dire, puisque c'est vraiment le système de l'élection qui recrée cette oligarchie, et d'autant plus qu'en général, les assemblées élues ont tendance à se reproduire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est élu, on cherche à être réélu, etc. Ça, c'est la première limite. La deuxième, c'est que les lieux de production de la décision politique ne sont pas les mêmes que les lieux de la production scientifique. Et comme vous l'avez dit, effectivement, les enjeux environnementaux, par définition, sont des enjeux d'expertise, en tout cas en partie, et que vous avez d'un côté les lieux de production, de décision politique, et de l'autre, très loin dans la société et sans lien entre eux, les lieux de production scientifique. Donc, en fait, de ce point de vue-là, c'est une question de tuyauterie, faire le lien entre ces 2 lieux. Mais faire le lien de manière démocratique, et j'y reviendrai plus loin. Ensuite, la 3e limite de la démocratie représentative, qui est là une limite qui était critiquée depuis les débuts, c'était la limite que lui adressaient Condorcet et Tocqueville à l'époque, donc vous voyez, ça ne remonte pas aujourd'hui, qui est reprise par Pierre Rosanvallon, c'est que les démocraties représentatives sont myopes. C'est-à-dire qu'elles sont sous la pression du présent, elles sont sous la pression des intérêts de court terme pour différentes raisons, mais notamment pour le fait que pour être réélu, il faut mettre en place des politiques qui ont des résultats à court terme, qui soient visibles, que pour être au JT du 20h, il faut aussi mettre en place des éléments qui soient visibles à court terme, et que lorsqu'on parle de biodiversité ou de climat ou de nucléaire, on parle de choses qui sont au-delà de l'échelle humaine. Ce qui fait que, et en plus, les élections, le jeu des élections, donne une place qui peut être importante au lobby, et ce qui fait que cette critique qui est récurrente, elle n'est vraiment pas de moi pour le coup, ça fait que les élections, en tout cas les démocraties représentatives électives,
sont sous la pression du présent, sous les intérêts de court terme. Or, les enjeux environnementaux sont systématiquement des enjeux de long terme. Donc ça fait quoi? Ça fait que les démocraties représentatives créent un espace, et au sein de cet espace, les arbitrages sont systématiquement défavorables aux enjeux de long terme, privilégient le court terme, et on arrive à ne pas traiter les enjeux environnementaux. Donc ça, c'est juste pour poser le cadre de la démocratie représentative, ce qui ne veut pas dire qu'il faut l'acheter avec qu'il faut la jeter avec l'eau du bain. Ça veut simplement dire qu'il faut l'outiller, la compléter et innover démocratiquement pour permettre justement de prendre les décisions qui conviendraient dans le cadre de l'Anthropocène, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, avant que Mathieu Orphelin parte, j'aimerais bien qu'il fasse une petite réaction à ce que vous venez de dire. Et j'aimerais bien aussi qu'il s'exprime sur la pression des lobbies, parce que voilà, c'est quand même un sujet qu'il évoque notamment dans le livre qu'il vient de sortir. Et je vais donc lui passer la parole. En m'excusant encore d'être obligé de partir, mais bon, faut pas qu'on soit trop dur avec la démocratie quand même, hein, parce que... Alors, c'est pas ce que j'ai fait. Non, non, mais... Et moi, j'ai l'impression que ça progresse quand même. Ça progresse quand même. Hier, par exemple, on auditionnait à l'Assemblée le Haut Conseil pour le climat. Audition officielle, ça nous a permis de s'assurer que l'ensemble des groupes politiques avaient pris en compte ces conclusions d'un rapport dont le titre montrait cet écart entre les objectifs que s'est donné notre pays et la réalité de l'action. On a... voilà, il y a l'été dernier, quand je fais venir Greta Thunberg et Valérie Masson-Delmotte à l'Assemblée nationale, Valérie Masson-Delmotte dit c'est la première fois que je présente le rapport du GIEC, un rapport du GIEC à l'Assemblée nationale. Depuis, il y a eu, je crois, 2 ou 3 présentations. Donc ce lien entre ce que nous dit la science et comment ça doit éclairer l'ensemble des décisions politiques, je pense quand même que ça progresse. Mais tu as raison sur la myopie, mais il y a une autre cause de myopie à la réélection, c'est la myopie budgétaire. Là, je suis un peu marqué parce qu'on est en plein dans le projet de loi de finances, mais effectivement, beaucoup des décisions qui sont pourtant nécessaires à cette transition, elles ne vont pas assez loin parce qu'on est sur cette myopie budgétaire qui fait qu'effectivement, on va chercher à économiser quelques millions ou dizaines de millions d'euros sur le budget de l'année, là où au contraire, il faudrait investir plusieurs milliards d'euros en plus par an. Sur l'autre point, sur les lobbies, moi j'aime les lobbies, puis de toute façon comme moi j'étais lobbyiste pour la planète avec vous, c'est un métier que j'apprécie, donc bien sûr qu'il vaut mieux que les responsables politiques échangent avec les représentants d'intérêt, soit publics ou privés. Sur la loi sur la fin des hydrocarbures, on a échangé autant avec les ONG qui nous disaient vous n'allez pas du tout assez loin, qu'avec l'UFIP qui nous disait vous allez beaucoup plus loin, c'est X 1000 emplois, etc., comme d'habitude. Donc oui, ces relations avec les lobbies, elles sont nécessaires. Il faut les assumer, mais il faut lever le voile sur ces relations. Il y aura un reportage ce soir au JT de France 2 où je leur ai montré aussi comment ça se passait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reçoit tous les jours des amendements proposés par les lobbies. Des fois, ils sont mis en page avec la mise en page de l'Assemblée. Vous n'avez rien à faire à part mettre votre nom. Vous avez l'amendement, vous avez l'exposé des motifs, etc. Et donc tout ça, moi, je le dis des fois, moi j'ai repris, par exemple sur le domaine agricole, j'ai repris 1 ou 2 amendements de la FNSEA. On pourrait se dire, voilà, un écolo qui reprend... mais c'était là des amendements qui allaient dans le sens de l'intérêt collectif. Donc, il faut assumer toutes ces relations avec les lobbies. Moi, tous les mois, vous pouvez aller sur mon site, vous verrez tous les lobbies que j'ai rencontrés, les thèmes échangés avec eux. Et si jamais nous reprenons des amendements des lobbies, il faut absolument que le parlementaire assume, c'est-à-dire que mette dans l'exposé des motifs, cet amendement a été proposé par telle ou telle entreprise, tel ou tel syndicat professionnel, etc. Donc oui, mieux vaut échanger avec les acteurs plutôt que de faire la loi tout seul dans son bureau, mais à chacun ses responsabilités et puis dénonçons, parce que ça je le raconte aussi dans le bouquin, il y a 1 ou 2 entreprises spécialisées notamment dans la fabrication de pesticides et d'autres produits phytosanitaires qui là, elles, ont des méthodes complètement inacceptables de pression, de référencement
voilà, des parlementaires sur lesquels influer, mais ça va beaucoup plus loin. Moi, j'ai obtenu de Bayer Monsanto et de leurs avocats une partie du fichier qu'ils avaient sur moi. Je découvre que certaines officines sont considérées comme pouvant avoir de l'influence sur moi. Donc, ok, j'étais bien identifié comme un parlementaire sur lequel il fallait à surveiller, mais j'ai découvert aussi qu'il y avait des officines ou d'autres acteurs qui étaient censés avoir de l'influence sur moi et sur lesquels le groupe Monsanto-Bayer pouvait donc avoir intérêt à tenter d'influer. Donc vous voyez, ça va quand même. Donc, je ne généralise pas, c'est quelques entreprises qui ont des pratiques de lobbying très limites, par contre, pour toutes les autres, et d'ailleurs, elles sont pour la plupart très demandeurs de plus de transparence sur les relations entre les lobbies et les parlementaires, parce qu'on a la chance que 2/3 de l'action des lobbies en France soit dirigée sur les députés. Donc effectivement, ça nous fait pas mal de réunions et d'échanges, mais si ça fait progresser la loi, tant mieux. Je voudrais rebondir sur la contrainte budgétaire, parce que vous l'avez rajouté aux 3 obstacles que Florent Gagna a cité. La contrainte budgétaire, c'est aussi une question de choix. Pour citer Jean-Marc Jancovici, qui est professeur ici, il a conclu justement à la Convention citoyenne pour le climat, il a dit c'est une question de choix. Est-ce qu'on fait des ronds-points ou la 5G, ou est-ce qu'on fait un plan vélo? Donc, est-ce que c'est un raccourci un peu facile? Alors évidemment, c'est un plan vélo, c'est un choix technique comme un autre, mais ça veut aussi dire que l'argent est là et que comment est-ce qu'on décide à un moment donné de ne pas aller à la course à la 5G et de se concentrer sur des démarches pro-environnementales? Il y a des choix à faire d'une politique à l'autre, mais là c'est compliqué parce qu'il y aura toujours des arguments. Moi je suis dans une circonscription, il y a une question de ruralité très forte, et effectivement l'accès à la santé, au haut débit, etc. Aujourd'hui, dès que vous sortez, dès que vous êtes en dehors des métropoles, la première question qu'on pose aux agents immobiliers, c'est comment passent les portables et puis quel débit pour Internet. C'est la première question. Donc évidemment que c'est difficile d'opposer les politiques aux uns et aux autres. Enfin, les différentes politiques à mettre en œuvre. Mais effectivement, et pour la première fois, le gouvernement, dans son annexe budgétaire pour ce budget 2020, reprend ces chiffres à son compte, qui sont les chiffres du think tank I4C, qui est qu'effectivement, il manque aujourd'hui en France, en investissement dans la transition écologique, 15 milliards d'euros d'investissement par an. Par an, oui. Juste pour être sur notre stratégie nationale bas carbone que l'État s'est lui-même fixée. Il manque 15 milliards les premières années et 30 milliards à partir de 2024. Bon, toujours difficile quand on parle en milliards, mais en gros, c'est 15 milliards qui manquent dans le budget 2020. Si on dit que c'est à peu près la moitié d'investissement public, c'est à peu près la répartition actuelle dans la transition écologique où on investit 42-43 milliards d'euros par an. C'est 7 milliards d'euros publics qu'il faudra injecter en plus, c'est 0,2% du PIB. Voilà, la question, elle est là. Est-ce qu'on se permet d'investir pendant 5 ans, pendant 10 ans, 0,2 ou 0,3% du PIB en plus dans cette transition écologique et solidaire? Parce qu'on sait que ce n'est pas des investissements comme des autres, c'est des investissements qui seront rentables, et surtout que c'est des investissements que si on ne les fait pas, on aura effectivement des coûts de l'inaction qui seront sans commune mesure. Donc là, effectivement, il y a une question de choix politique, et moi, ça fait partie des moments où je suis content avec le gouvernement quand tout à l'heure Emmanuel Macron annonce la fin du méga projet commercial d'Europa City. Je me dis oui, ça c'est une décision qui a du sens. Mais ma plus grosse divergence avec le gouvernement aujourd'hui, c'est sur le rythme et les moyens d'investissement. Moi je crois qu'effectivement une autre politique est possible, notamment pour atteindre les objectifs du scénario ZEN 2050, mais cette neutralité carbone et cette baisse rapide des émissions, elle nécessite un investissement public supplémentaire de 5-7 milliards d'euros par an. Il faut l'assumer, on peut se le permettre, et c'est avec ça qu'on préparera à la fois l'activité économique de nos territoires pour les prochains mois, mais aussi surtout le moyen terme. Il y a un double enjeu parce qu'il faut aussi arrêter d'investir dans les fossiles. Oui, c'est ce basculement, effectivement, mais sans doute que là aussi, on aura quelques divergences
avec M. Clamadieu. Mais effectivement, il faut qu'on arrive ce basculement des investissements. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en France, si je continue avec les chiffres que j'évoquais là, effectivement, les investissements dans les secteurs défavorables à la transition, c'est encore 70 milliards d'euros par an. Donc il y a une question effectivement de basculement des investissements, des secteurs qui sont défavorables à la transition vers les secteurs qui au contraire sont favorables. Et ça demande des choix évidemment là aussi politiques et économiques. Vous devez y aller. Oui. Au revoir. Merci beaucoup, Mathieu Orphelin. Donc je me rapproche. Donc vous n'avez pas fini votre exposé parce que là pour l'instant vous nous avez plutôt présenté les points qui pêchaient. Est-ce que vous avez des solutions ? Alors, je n'ai pas présenté les points que prêchait. J'ai identifié, mais encore une fois, ce n'est pas les miens, hein, c'est quelque chose que des limites à la démocratie représentative, qui est une forme de démocratie parmi d'autres. Enfin, ce n'est pas parce qu'il y a des limites à la démocratie représentative qu'il faut passer à la dictature, mais il y a d'autres formes de démocratie. Hein. Il y a la démocratie délibérative, participative. Moi-même, à la CNDP, j'utilise des outils démocratiques différents tout le temps. La seule chose qu'il faut faire, c'est un peu innover démocratiquement. Et j'ai remarqué que de ce point de vue-là, on a bien été innovant, mais en ce qui concerne les institutions, c'est toujours un peu frileux. Le tirage au sort en la matière a des défauts et des inconvénients. Le défaut du tirage au sort, le principal défaut, c'est la question du consentement. C'est-à-dire la personne qui va être tirée au sort, personne ici, par exemple dans la Convention climat, ne lui a délégué un pouvoir de parler en son nom. C'est le principal défaut du tirage au sort. En revanche, le tirage au sort a deux énormes avantages en matière environnementale. Le premier avantage, c'est que déjà, c'est vrai que la représentation est plus statistique, donc il y a beaucoup plus d'arguments en présence et du coup les délibérations sont de meilleure qualité. Ça, c'est le premier point. Et moi qui utilise le tirage au sort à la CNDP très régulièrement, comme l'a rappelé Mathieu, on l'a fait l'année dernière à 400 citoyens, c'est quelque chose que l'on constate régulièrement. Le deuxième avantage, qui est probablement le principal, c'est que les citoyens tirés au sort ne sont pas soumis à la réélection. Ils s'en fichent complètement de faire plaisir aux électeurs, ils ne sont pas soumis aux intérêts de court terme, ils sont très peu sensibles au lobby. Et ça aussi, c'est quelque chose que moi j'expérimente très régulièrement. On tire des citoyens au sort à la CNDP à peu près plusieurs fois par an. Donc c'est quelque chose que l'on constate très régulièrement, c'est qu'ils ne sont pas soumis du tout à la pression des intérêts de court terme. Donc ils sont en capacité de prendre des décisions qui engagent le long terme. C'est ça l'avantage du tirage au sort. Prendre des citoyens, les tirer au sort, les citoyens ne sont pas plus intelligents ou moins intelligents que les élus. C'est pas parce qu'on va prendre des citoyens tirés au sort qu'on va avoir une conversation de comptoir, mais c'est pas non plus parce qu'on va prendre des citoyens tirés au sort qu'ils vont trouver des solutions miracles. Non, les solutions pour le climat, on les a. L'avantage d'avoir une convention citoyenne tirée au sort, c'est qu'ils sont en capacité, parce qu'ils ne sont pas soumis aux enjeux de la réélection, par exemple, mais qui ne sont pas soumis à plein d'autres pressions d'intérêt de court terme, en capacité de prendre des décisions de long terme. C'est ça l'intérêt du tirage au sort. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le tirage au sort a aussi des méfaits, donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut utiliser tout le temps et surtout, mais c'est un outil démocratique qui peut avoir de gros intérêts. La FNH, la Fondation Nicolas Hulot, c'est un sujet sur lequel la FNH a travaillé depuis très très longtemps. Et lorsque Nicolas Hulot était entré au gouvernement, il avait négocié la mise en place d'une chambre du futur, parce qu'après Emmanuel Macron avait appelé une chambre du futur. L'idée était la suivante, c'était d'avoir une chambre donc, parlementaire, donc à la place ou à côté, ou c'était pas très clair où est-ce qu'elle serait, à la place du CESE, à la place du Sénat, enfin on ne savait pas trop, qui serait composée de citoyens tirés au sort et d'experts également tirés au sort, et qui aurait rôle de faire contrepoids aux intérêts de court terme dans le processus législatif. C'est-à-dire qu'elle aura un rôle législatif. Et ce qui était très intéressant dans cette affaire, et ce qui est absolument indispensable dans l'outillage démocratique dont nous avons besoin, c'est que nous avons besoin de contrepoids. Nous avons besoin de contrepoids pour pallier les limites de la démocratie représentative, mais également nous avons besoin de faire contrepoids qui peuvent prendre plein de formes différentes. Avec Chantal Joanneau, nous avons proposé la création d'une autorité indépendante. Nicolas Hulot avait proposé cette création de chambre parlementaire.
En matière de droit, il y a énormément de contrepoids possibles, un procureur de l'environnement, un défenseur de la nature, enfin, des scénarios existent, au Brésil ça existe. Le président de la République met en place cette convention climat qui est une sorte de contrepoids. Le problème de la convention climat, si moi j'en vois un, c'est la question du débouché. C'est-à-dire qu'en fait, on prend le sujet à l'envers. C'est-à-dire qu'on crée la convention climat et après on se dit comment cela va être, sur quoi cela va déboucher, comment tout cela va être transcrit en droit. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est une délégation de pouvoir avant. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale vote, ou le Sénat vote une délégation de pouvoir à cette Assemblée qui prenne des décisions. C'est d'ailleurs ce qu'avait proposé Nicolas Hulot dans la Chambre du futur, c'était exactement ça. Hein. Donc voilà, mais en même temps c'est bien d'innover, c'est la première fois qu'en France il y a ce qu'on appelle donc une convention citoyenne, où la CNDP on utilise plutôt des sondages délibératifs, enfin des genres de choses comme ça. Mais en tout cas ces outils-là sont nécessaires à expérimenter et multiplier pour permettre précisément aux démocraties en manière générale, c'est-à-dire représentatives, mais pas que, à nos modèles démocratiques, de prendre en compte ces enjeux dont, enfin il est clair, vu tout ce qu'on dit, à chaque fois que l'on parle d'environnement, on commence par dire l'état de la catastrophe, l'état de la planète, il y a une cécité démocratique à prendre en compte ces enjeux. Donc il faut trouver des outils tout autant démocratiques de les prendre mieux en compte. D'accord. Très bien. Donc, Claire, vous allez nous parler un petit peu de votre projet, de votre rapport Zen 2050. Mais je vais quand même vous poser la question que les étudiants voulaient vous poser. Donc, les choix techniques sont également politiques et scientifiques. Dans quelle mesure les entreprises peuvent contribuer à ces choix techniques ? Parce que voilà, vous êtes quand même des grands, enfin vous représentez des grands contributeurs. Je crois que la moitié des membres de EPE sont au CAC 40, donc vous portez la voix de très grandes entreprises et c'est important d'avoir votre point de vue. Merci beaucoup Juliette. Alors comme on est à l'école des mines, je ne résiste pas au plaisir de vous transmettre l'héritage du professeur Rivlin sur la définition entre le technique et le politique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le politique, c'est en fait tout ce qui est au-dessus de vous, quelle que soit votre position dans l'entreprise, dans la société, dans l'Assemblée nationale. Voilà. Et le technique, c'est ce qui est en dessous. C'est une définition qui résiste à beaucoup de choses, mais qui permet de voir les choses un petit peu différemment. Parce que pour prendre une activité que vous considérez certainement comme extrêmement politique, le lobby, c'est de la technique. C'est-à-dire qu'effectivement, les lobbyistes ont des fichiers dans lesquels ils regardent pour les députés, quelle est leur circonscription, quels sont les gens à qui ils sont sensibles. Et deuxième héritage de Rivlin, les gens sont sensibles au regard qui est porté sur eux et les députés sont sensibles au regard de leurs électeurs. Donc un député qui a dans sa circonscription une entreprise pétrolière va être particulièrement sensible au nombre d'emplois de cette entreprise. Donc c'est de la technique. Après, voilà, on peut dire que c'est de la technique au service de politique, mais c'est une entrée en matière sur le rôle des entreprises dans la transition écologique, qui est qu'en aucune manière, ça ne peut être de la pure responsabilité sociale ou action volontaire. Ça, c'est très bien pour essayer des choses, mais la transition écologique, elle se fera si les entreprises ont des business models viables, à court terme et à long terme. Et elles aussi, elles ont une certaine myopie, cécité, difficulté d'allier des exigences de court terme, et Jean-Pierre Clamadieu en parlera certainement mieux que moi, et des exigences de long terme. Et les grands patrons, c'est ceux qui arrivent à faire les deux, on va dire. Donc vous aurez ce genre de choix à faire, et c'est des choix qui peuvent être difficiles. Alors je vais revenir un tout petit peu à Zen pour muni de ces deux grilles, le rôle des entreprises dans la transition. Alors, voilà, je savais que j'avais ce que dit l'étude Zen, elle dit quelque chose de relativement original. Les COP disaient les gouvernements doivent s'entendre et faire des politiques climatiques. L'accord de Paris a dit si les gouvernements s'y mettent, que les entreprises ont des solutions, elles vont les apporter et les villes vont faire des politiques locales, on va y arriver. Mais ça n'a pas suffi et on n'est pas sur les bonnes trajectoires. Et ce que dit Zen d'intéressant, c'est qu'en fait, il y a une troisième catégorie de gens qui doivent faire la transition, qui sont les citoyens, alors que jusqu'à présent, on avait plutôt les pouvoirs publics, européens, nationaux, locaux, villes, les entreprises. Donc on était sur ces schémas-là, comment on fait ensemble pour faire la transition. Ce que disait, c'est si les citoyens ne le font pas, on n'y arrivera pas.
Et c'est-à-dire que ceux qui vont changer de façon de se nourrir, c'est les citoyens. Ceux qui vont changer la distance entre leur domicile et leur travail et la façon de parcourir cette distance, c'est les citoyens. Et ceux qui vont décider l'isolation des maisons, c'est les citoyens. Alors on peut dire ils vont le décider, on peut les aider. Bien sûr, il y en a qui ne peuvent pas prendre cette décision parce qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est 20 ou 30% de la population et évidemment, il faut les aider. Mais les 70% autres, eux, peuvent décider et il faut les amener à prendre ces décisions-là. Donc, quel est le rôle des entreprises là-dedans? Chacun a des choses à faire dans les trois. Ceux qui changent de mode de vie, c'est eux. Ils sont aussi les électeurs, donc il faut qu'ils réélisent des gens qui prennent des politiques climatiques courageuses. Et il faut qu'ils achètent les produits des entreprises qui sont des produits durables. Et aujourd'hui, les voitures électriques sont plus chères que les voitures thermiques, donc pour des performances équivalentes. C'est plus agréable au démarrage, mais c'est tout. Et donc, il faut qu'ils achètent des produits et qu'ils fassent des efforts. Et les entreprises, elles doivent... Alors, quel est le rôle des entreprises là-dedans? Elles doivent faire des solutions. Donc, effectivement, il y a de la technologie. Elles ont besoin de produire des nouvelles solutions technologiques, mais avec des business models qui marchent. Donc, elles ont effectivement de l'innovation technologique. Elles ont aussi un sujet extrêmement important, c'est que qui est-ce qui dit aux citoyens ce qu'ils peuvent acheter, doivent acheter? C'est les entreprises largement, ça s'appelle la publicité, et les conventions citoyennes interpellent extrêmement fortement, et le manifeste étudiant pour un réveil écologique aussi d'ailleurs, interpelle les entreprises sur regardez la publicité qu'il y a sur les murs du métro et dites-nous si c'est ça le mode de vie durable. Donc essayez d'être cohérent entre ce que vous mettez en publicité et les modes de vie durables que vous nous dites que vous voulez qu'on achète. Donc il y a un problème de publicité et de fabrication des modes de vie. C'est un peu de la politique. Parce que si les entreprises disent, voilà, les voitures électriques, c'est bien, les citoyens auront peut-être un peu plus tendance à voter pour des gens qui vont réduire le nombre de voitures diesel qui rentrent en ville, ou enfin voilà, ou mettre des péages urbains, ou mettre de l'écotaxe. Donc le consentement social à des politiques passe aussi par la représentation fabriquée par les entreprises de ce que c'est qu'un mode de vie durable. C'est un peu compliqué, mais tout est compliqué, la société est compliquée, vous allez apprendre ça toute votre vie. Ensuite, elles ont un autre sujet extrêmement compliqué, c'est les transitions professionnelles. Pour faire Zen 2050, il faut faire moins 4% dans les émissions françaises par an, jusqu'en 2050. Donc la première année, on voit à peu près, on mange moins de viande. La deuxième année, bon, si on n'a pas de voiture, on ne change pas de voiture. Mais enfin, au bout de 2-3 ans, il faut vraiment se gratter la tête et c'est des grosses décisions. On sort des petits gestes et des grands gestes, je peux vous dire. Mais au niveau d'une entreprise... il y a quelques cheveux blancs dans la salle, donc ça leur dira quelque chose, vous leur poserez la question. Il y a un secteur qui a fait moins 4% par an pendant 20 ans en France, c'est quand on a fermé les mines de charbon. Et quand on a fermé les mines de charbon, le nord et l'est de la France s'en rappellent encore. C'est extrêmement douloureux. C'est des transitions professionnelles à organiser, des territoires où on a des milliers de gens qui n'ont plus de travail. Et qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font du matin au soir? Il faut recréer de l'activité. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Les entreprises, si elles anticipent bien la transition, elles peuvent jouer un rôle. Et elles commencent à jouer un rôle. Je veux dire, Total à Dunkerque commence à faire des démonstrateurs de biocarburants pour justement remplacer des activités de raffinerie, etc. Donc, les transitions professionnelles, c'est aussi ça qui va faire ça va aussi faire des décisions techniques. Parce que si Total se dit « je ferme ma raffinerie, j'ai un vrai problème », il va avoir tendance à essayer de faire des technologies qu'il va maîtriser, à développer et à aller faire du lobby au Parlement pour que les biocarburants aient un rôle dans la transition énergétique et à faire du lobby au Parlement ou à l'Europe pour que le captage et stockage du CCS se développe à la place de ces activités. Donc ce lobby-là, cette activité de transition, elle va aussi être influencer les choix techniques ou technologiques qui restent à faire. Et puis le dernier, c'est le financement. Donc clairement, on a parlé des montants d'investissement, les ordres de grandeur sont bien ceux-là. Il faut basculer 10% à 20% de l'investissement national, qu'il faut effectivement basculer, ça ne peut pas être en plus. Mais au lieu de construire beaucoup de nouvelles maisons, pavillons de banlieue et Europa City, il faut mettre de l'argent dans la rénovation des villes, la compacité, des systèmes de transport différents, etc. Donc c'est plutôt qu'on change les investissements nécessaires. Et là, les entreprises et la communauté financière ont un rôle extrêmement important parce que ce qu'elles vont financer, c'est ça les choix technologiques. Est-ce qu'elles vont financer des tramways ou des métros? Est-ce qu'elles vont financer des véhicules électriques ou des véhicules à hydrogène? On est dans un contexte de grande incertitude parce que
aujourd'hui, ni le véhicule électrique ni le véhicule à hydrogène n'ont un business model vraiment bien établi. Donc, pour qu'ils aient un business model bien établi, il faut déjà qu'on ait fait des courbes de réduction de coûts. Il faut qu'on ait fait les grosses incertitudes aujourd'hui, c'est à quel prix va être l'hydrogène vert. L'hydrogène à partir de gaz fossile, c'est pas très cher. L'hydrogène vert, c'est une autre paire de manches. Il y a des défis technologiques importants. Et donc, il y a des options technologiques aujourd'hui non résolues. Et il y a la course technologique qui est très active. Donc là, il y a un vrai rôle des entreprises et de leur performance et un rôle de leurs ingénieurs, chercheurs, universitaires et technologiques qui vont dire oui, ça vaut la peine de mettre de l'argent sur cette technologie-là, et puis qui vont essayer d'une part de faire encourager cette recherche par les pouvoirs publics, d'autre part d'en étudier les risques et les inconvénients éventuels ou les inconvénients politiques, parce qu'il y a aussi des technologies qui posent des vraies questions. Et donc le rôle des entreprises dans le financement de leurs investissements et dans le fait de trouver qu'un investissement vaut la peine parce que le business model pourrait être celui-ci ou celui-là, est en fait un rôle extrêmement important dans la définition des technologies qui vont être faites. Alors, il y a le gros avantage de Zen, c'est qu'il y a beaucoup d'arbitrages qui n'ont pas été faits. C'est-à-dire qu'on a dit, on ne voit pas entre l'hydrogène, le biogaz et les énergies renouvelables électriques, il y a des frontières qui sont encore très très floues. Jean-Pierre nous en dira peut-être un petit peu quelques mots. Mais on n'est pas capable aujourd'hui de dire quels vont être les choix. Donc les entreprises sont obligées de prendre des décisions dans un univers très incertain, ce qui est un rôle pour des décideurs de haut niveau que vous serez. Mais avec cette difficulté. Donc peut-être pour conclure là-dedans, vous voyez qu'il y a en fait plusieurs façons pour les entreprises de jouer un rôle dans les décisions techniques ou dans les choix techniques qui vont être faits d'une part par elles, mais surtout qui vont être faits collectivement parce que ces technologies sont débattues, leur coût est débattu, les politiques, elles ont toutes des inconvénients. Il n'y a aucune énergie qui n'ait pas d'inconvénient. Le solaire a un inconvénient majeur, il consomme énormément de territoire et il consomme des ressources, métaux rares, etc. Et il a des problèmes de recyclage. Donc même des énergies qui ont l'air très vertueuses ont des inconvénients. Et Mathieu Orphelin est parti, mais son héritage d'économie d'énergie fait dire que l'économie d'énergie est la première ressource à mobiliser. Peut-être pour conclure, pour ne pas être longue, je voudrais aussi vous dire que l'entreprise n'est pas monolithique. On dit toujours l'entreprise, l'entreprise. L'entreprise, c'est un lieu qui est comme le gouvernement. Il y a des arbitrages, il y a des voix différentes et des messages qui sont différents. In fine, l'entreprise est capable de prendre une décision, mais avant que les décisions ne soient prises, il y a des mouvements, il y a des tendances, il y a des débats internes. C'est aussi par ce débat interne à l'entreprise qu'un certain nombre de décisions peuvent être orientées. Et donc vous avez, un certain nombre d'entre vous, je pense, ont eu le sentiment d'avoir un certain poids avec le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Mais à l'époque, vous étiez en dehors. Mais cultiver des dynamiques internes, développer des dynamiques internes pour que l'entreprise aille dans telle ou telle direction, les salariés sont une partie prenante importante pour les entreprises. L'opinion des salariés est quelque chose d'important. On voit aujourd'hui dans certaines entreprises, mais pas les membres de PE, des gens qui se disent « moi je m'en vais parce que mon métier ne fait plus sens, je veux un sens à mon métier ». Et qui ont 15 ans de carrière, 20 ans de carrière, qui ont une belle carrière, mais ils s'en vont parce qu'ils veulent un métier qui a un sens. C'est mieux d'essayer de trouver un sens à son métier dans son entreprise si on voit des possibilités, mais il faut aussi avoir le courage de les défendre, d'innover en interne et d'influencer son entreprise dans le sens qu'on estime important et urgent, et ce soir de la transition écologique. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai quand même une petite question quand je vois ces trois entités, ces trois blocs. C'est par où on commence? Partout. Oui. On commence partout. Oui, mais la tendance aujourd'hui, c'est que chacun attend les deux autres. Et, voilà, et à l'intérieur de chaque catégorie, chacun se dit « moi, oui. je ferai quand il y aura ceci ou cela ». Non, il faut commencer chacun à son échelle, tout ce qu'il peut. Et plus il y aura de gens qui auront commencé, oui. Plus ça marchera. Donc les entreprises de PE ont toutes commencé. Les entreprises, elles savent qu'elles vont devoir le faire. Il y a une question de rythme, les entreprises membres de PE notamment. Donc elles ont des investissements dans des directions très variées. Que
ce soit dans le secteur véhicule, enfin transport, donc il y a énormément énergie, n'en parlons pas, matériaux, construction, enfin tous les secteurs sont préparés à cette transition. Donc ils attendent un peu le marché, ils suscitent le marché aussi de temps en temps. Le problème, c'est d'accélérer et de recréer une espèce de confiance collective que les autres aussi vont bouger. Donc je pense que Zen nous a fait prendre conscience aux entreprises du fait qu'il ne fallait pas que tout le monde s'attende, et on espère qu'il y ait d'autres que les entreprises qui prennent ce même genre d'attitude. D'accord. Mais les entreprises, elles ont aussi besoin de politiques publiques pour donner l'impulsion. C'est absolument nécessaire, de même que les citoyens. Donc, est-ce qu'on n'en revient pas un petit peu au début du débat, où pour arrêter que tout le monde s'attende, il y ait un peu de réglementation ou quelque chose qui fasse qu'on soit obligé, contraint, ce qui n'est pas tellement le cas pour l'instant. Il y a des choses qui n'iront pas assez vite s'il n'y a pas de contraintes. Donc, alors il y a une chose qui fait bouger, c'est la perspective de contrainte. Ça marche très bien. On va peut-être interdire la voiture thermique en 2040, et quelque chose qui fait bouger le secteur automobile tout de suite. Parce qu'il ne faudrait pas se retrouver démunis en 2040 si jamais ce truc-là arrivait effectivement. Donc la contrainte est indispensable. Il y a un deuxième secteur sur lequel le rapport Zen préconise d'introduire de la contrainte. C'est sur la rénovation du parc de bâtiments existants, et très précisément des maisons individuelles, puisque le parc de maisons individuelles ne se rénove pas à la vitesse nécessaire pour arriver à Zen 2050. On fait des trajectoires. Il faut avoir rénové tout le parc en 30 ans. Or, normalement, c'est 100 ans. Donc, pour multiplier la vitesse, le nombre de rénovations par 3 tous les ans, il faut le rendre obligatoire. Et donc, c'est une des préconisations. Puis, donc, dans les maisons individuelles, au moment des transmissions, donc des cessions, des baux, enfin des héritages. Et puis, dans le secteur des copropriétés, on sait que les copropriétés, elles décident que quand elles sont obligées, de toute façon. Je pense que les messieurs et dames aux cheveux gris de la salle peuvent le confirmer. Enfin, personne ne va dire le contraire. Donc, les copropriétés, il faut que ça soit obligatoire. Sans ça, ça ne se fera pas du tout. Donc, on préconise sur ce secteur-là de rendre obligatoire, ce qui ne veut pas dire que c'est facile à passer. Et d'ailleurs, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on le fait passer, dispositif d'accompagnement, bien sûr aide aux plus précaires, mais les plus précaires, ils sont rarement propriétaires de leur maison. Voilà. Donc, donc il y a une réflexion qui est en cours sur le sujet, et j'espère qu'elle sera largement partagée rapidement. Avant qu'on passe le micro à la salle, parce que je pense qu'il y a quelques questions, on avait eu l'occasion de discuter, Claire, du rapport Zen 2050, et vous m'aviez dit qu'en mettant en commun toutes les feuilles de route des entreprises, vous aviez découvert qu'il y allait avoir une forte compétition dans l'accès aux ressources et donc aux surfaces agricoles, puisque les mêmes hectares allaient devoir produire l'alimentation humaine, animale, les fibres textiles, les biocarburants, enfin les agrocarburants, je préfère dire, le biogaz, le bois de chauffage, et en plus faire office de puits de carbone. Donc, vous en aviez conclu qu'il faudrait mettre en place une sorte de gouvernance de l'usage des terres et de la biomasse. Est-ce que, donc ça c'était on en avait discuté il y a 6 mois, 1 an, est-ce que ça a un petit peu évolué? Est-ce que en confrontant justement toutes ces feuilles de route, il y a des secteurs qui se sont dit Oui, ça a évolué un petit peu au sens où alors ça n'a pas de rapport, c'était fait avant, mais Total a annoncé qu'il investissait 100 millions de dollars par an dans de la forêt, ce qui n'est pas son métier habituel. Donc c'est un signe, je prends ça, 100 millions de dollars, ça doit être le plus grand investisseur forestier du monde. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent 100 millions de dollars dans des forêts chaque année. Et donc c'est un signe que oui, les forêts vont jouer un rôle important pour le secteur énergétique à l'avenir. C'est quelque chose de long terme. Et donc on ne voit pas, on n'a pas avancé vers des solutions à ce problème, mais le problème il va venir. Si on remplace les fossiles par de la biomasse, on n'a juste pas assez de biomasse. C'est pour ça que l'économie mondiale s'est développée à partir du moment où on a eu des fossiles en grande quantité, alors qu'avant on n'avait que de la biomasse. Donc on anticipe effectivement cette tension. Et oui, on pense qu'il faudra un jour une gouvernance. C'est dans les 5 ans qui viennent. Sans ça, on aura fini la déforestation de la planète.
c'est peut-être pas le but. D'accord. Donc il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire. Si je me faisais un petit peu, vous avez vous-même, Claire, parlé du manifeste pour un réveil écologique. Donc, ils ont sorti il y a 2-3 jours des guides pour poser les bonnes questions lors des entretiens d'embauche, des guides pour décoder la stratégie des entreprises et aussi un guide anti-greenwashing pour aider, une fois qu'on est dans l'entretien d'embauche, savoir ce qui colle ou ce qui colle pas avec leurs ambitions, en tout cas en matière environnementale. Et il y a justement cette histoire de forêt de compensation carbone qu'il faudrait appeler plutôt contribution. Donc voilà, je dis ça juste pour dire que tout est en fait très compliqué et dès qu'on rentre dans les détails, on voit que les choix techniques, même s'ils sont faits avec une volonté, une bonne volonté, peuvent avoir des effets rebonds ou des effets pas forcément compatibles si tout le monde fait les mêmes choix. Oui, c'est une des grandes difficultés, et difficultés particulièrement pour les ingénieurs. C'est que vous avez appris à calculer, vous pensez que les calculs donnent des vraies choses, des vrais résultats. Vous avez quand même dû avoir aussi un peu d'héritage du cours d'évaluation des coûts du professeur Rivlin. Donc vous savez que les coûts dépendent beaucoup de ce qu'on compte. Et on peut ne pas compter tout à fait la même chose avec les mêmes poids. Et quand on parle effectivement d'économie de la biomasse ou d'environnement, on ne sait pas du tout mettre des coûts sur la biodiversité. Donc, prenons un exemple de une forêt absorbe. Un des différends qu'on a avec l'étude le plan de l'administration sur l'exploitation forestière, c'est que on va faire une forêt, on va redynamiser beaucoup, intensifier l'exploitation forestière. On prend du bois et pendant que la forêt repousse donc plus vite et on maximise l'absorption de carbone et la production de matériaux. Et nous, on ne maximise pas la production de carbone, on maximise la production de matériaux. Et nous, on a pris au contraire quelque chose qui est, attention, si vous faites ça, c'est mauvais pour la biodiversité forestière, donc il vaut peut-être mieux pas intensifier trop, mais intensifier quand même un peu, et faire un arbitrage un peu différent. Donc, au lieu d'avoir des choses où on va vous dire l'optimum, c'est ça, le métier des ingénieurs, à partir du moment où on intègre l'environnement, donc la nature, donc le vivant, c'est où est le bon compromis, où est le compromis raisonnable. Et il n'y a pas de un bon compromis. Il y a plusieurs possibilités de compromis dont on verra au bout de 5 ou 10 ans s'ils étaient bons ou pas. Et donc c'est beaucoup plus difficile, ça va être beaucoup plus difficile de faire systématiquement les bons choix. Et ils ne sortiront pas des ordinateurs. Ils sortiront de vos têtes, de la contribution, de l'horizon que vous intégrez à votre réflexion, jusqu'où vous allez dans la prise en compte de l'intérêt commun et de l'intérêt autre que strictement celui de votre entité institutionnelle, entreprise ou pouvoir public. Et c'est des choix dont vous porterez vous-même la responsabilité. Oui, de l'intérêt commun et de la dimension sociale, parce qu'on a vu que qu'avec la crise des Gilets jaunes, les meilleures intentions pouvaient se trouver barrées. Alors, Jean-Pierre Clamadieu, vous nous avez écouté sagement depuis tout à l'heure, et je sens que vous aviez envie d'intervenir 2-3 fois, et puis peut-être vous pouvez en profiter aussi pour conclure, ou en tout cas nous dire ce que vous aviez prévu de dire au début. Merci. Bon, effectivement, par moments, j'avais le sentiment que j'aurais pu rejoindre la table et participer au débat, ce que je fais finalement bien volontiers. Peut-être juste quelques mots d'introduction. Donc, effectivement, moi, j'ai connu, alors non pas cet amphi, c'était pas aussi beau à l'époque, mais j'ai connu cette école il y a longtemps, et c'est là où j'ai appris les bases du métier d'ingénieur. Et puis ensuite, les thématiques d'environnement. Et c'est vrai qu'on ne parlait pas de changement climatique à l'époque, m'ont accompagné finalement au long de ma carrière et se sont élargis. Moi, j'ai commencé ma vie administrative, puisque j'ai eu la chance de faire 2 fois cette école, une fois comme ingénieur civil et une fois comme ingénieur du corps des mines. J'ai commencé par faire de la réglementation environnementale, inspecteur des installations classées. Ensuite, je suis parti en entreprise, dans un grand groupe de chimie où j'ai passé beaucoup d'années, un peu plus de 20 ans, convaincu que l'industrie chimique était à la fois une partie du problème, ça tout le monde le dit, mais était aussi une partie des solutions à beaucoup de problèmes, que ce soit la disponibilité de l'eau, la capacité de nourrir la planète. Je sais, quand on parle d'agrochimie, Mathieu Orphelin est parti, mais ça fait lever quelques sourcils. Mais la réalité est que sans l'agrochimie, sans une agrochimie raisonnée, on aurait du mal
à nourrir la planète. Sans les matériaux que développe la chimie, on ne serait pas capable de faire aujourd'hui, de stocker de l'énergie ou de faire rouler une voiture électrique. Et donc j'ai vraiment, pendant ces 20 ans dans l'industrie chimique, j'ai vraiment tenté de concilier à la fois dans des métiers très opérationnels près du terrain, puis dans des métiers de direction générale, puisque j'ai dirigé 2 groupes de chimie successivement, Rhodia puis Solvay, le second ayant racheté le premier. J'ai eu l'occasion d'essayer de concilier ces éléments. Et vraiment, je peux vous dire que dans mes dernières années de dirigeant de Solvay, puisque j'ai quitté ce rôle au début de l'année 2019, ces problématiques de changement climatique, pour le coup, on avait bien perçu cette évolution et la priorité très forte donnée au changement climatique était un élément essentiel de décision stratégique. Et puis depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, j'ai un rôle un peu plus senior, j'ai un peu plus de cheveux blancs et moins opérationnel. Je suis président du conseil d'administration d'Engie. Alors pour le coup, les problématiques de changement climatique, elles sont au quotidien dans ma vie. Je suis aussi administrateur de 2 sociétés, AXA, compagnie d'assurance, Airbus. Et dans ces 3 entreprises, le premier témoignage que je veux vous porter, c'est que les sujets de changement climatique, de transition environnementale, et je pense que c'est bien d'ailleurs d'élargir le point, ils sont présents dans les débats du conseil d'administration de manière permanente. J'entendais tout à l'heure l'idée que finalement le souci des entreprises autour de ces sujets, ça relevait peut-être du greenwashing. La réalité, c'est que nous prenons dans toutes nos réunions des décisions en ayant en tête ce cadre. Alors peut-être pas toujours les bonnes décisions, peut-être pas un rythme suffisamment rapide, mais c'est un sujet permanent au travers de 2 entrées, les risques et les opportunités stratégiques de transformer nos business models en tenant compte de l'évolution de la planète et de la demande de nos concitoyens ou des habitants de cette terre. Risques, ils sont partout. Quand on fait de l'assurance, le changement climatique, ça conduit à avoir une évaluation du risque lié aux catastrophes naturelles qui évolue. Nos modèles prudentiels sont remis en question. Il faut être capable de les comprendre. Les demandes de nos clients assurés évoluent elles aussi. Et il faut que nous apportions les produits. Quand on s'appelle Airbus, on ne voit pas sans se sentir interpellé une campagne comme celle qui a démarré, je pense au début de cette année, autour du thème voler au sens du voyage aérien, c'est pas bien. Et ça, c'est quelque chose qui oui, la honte de prendre l'avion. J'ai oublié le hashtag qui est utilisé, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui tout d'un coup débarque dans la salle du conseil et vous fait dire qu'est-ce qu'on a comme réponse à ça. Alors, on a des réponses immédiates pour expliquer que voler, c'est pas si mal, mais on a des réponses beaucoup plus fondamentales pour essayer d'imaginer des technologies et des modèles complètement différents. Si je prends le cas d'Engie sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu plus, Engie, c'est un groupe dans lequel une partie de nos équipes, on a 150 000 personnes chez Engie, une vingtaine de milliers de personnes sont là pour transporter du gaz en France. Alors, ils ne le transportent pas sur leur dos, mais ils gèrent des infrastructures gazières qui permettent à la fois de transporter le gaz sur de grandes distances, mais aussi de le livrer au point d'alimentation chez les uns ou les autres. Donc effectivement, le gaz, énergie fossile, je pense que Mathieu Orphelin me regardait tout à l'heure dans certaines de ses remarques en disant quelle place du gaz dans la transition énergétique. On peut écrire des livres sur le sujet. Dans certains pays, le gaz est un élément essentiel de la transition énergétique. Si on décidait demain, d'un coup de baguette magique, de transformer toutes les centrales à charbon qui existent dans le monde en centrales à gaz, on gagne en gros un facteur 2 dans les émissions de CO2, on aurait largement réglé le problème du changement climatique. Sauf que c'est extrêmement compliqué. Quand on est dans un pays comme la France, dans lequel la production d'électricité est très largement décarbonée, c'est vrai que la question du rôle du gaz dans le mix énergétique à terme se pose avec acuité et amène à des réponses différentes. Ce que je voulais vous dire sur ce sujet, c'est que les 100 000 autres personnes dans le groupe, elles travaillent en apportant à des clients qui sont pour l'essentiel des entreprises ou des collectivités locales, des savoir-faire, des offres de services qui permettent d'utiliser mieux l'énergie. Et utiliser mieux, ça commence par en utiliser moins. Et donc on a fait effectivement ce tournant depuis une dizaine d'années dans le groupe, de mettre un effort très très important autour de ces problématiques d'optimisation de l'utilisation de l'énergie.
Et les choses évoluant, les demandes, le degré de maturité de nos clients évoluant, aujourd'hui, la raison d'être, on n'a pas encore tout à fait officialisé dans le groupe, mais on y réfléchit comme d'autres, elle sera autour d'accompagner nos clients dans leur transition zéro carbone. Et de les accompagner en leur offrant des solutions, entre guillemets, compétitives. On a bien vu dans la crise des Gilets jaunes que dire tout d'un coup il faut abandonner votre voiture diesel pour une voiture électrique, on ne l'a pas dit tout, c'est pas ce que disait la réglementation, mais elle pointait un peu dans cette direction. Il faut arrêter votre chaudière à fioul et la remplacer par une chaudière très efficace. Tout ceci crée une angoisse très forte et le sentiment que la transition énergétique n'est pas possible ou est punitive ou va laisser exclure un certain nombre de nos concitoyens. Quand on travaille avec une entreprise, elle est bien sûr très désireuse de s'engager dans cette transition, mais la question de la compétitivité de ses coûts est essentielle. Quand on parle au maire d'une grande agglomération autour des engagements qui sont pris en matière de transition zéro carbone et de la façon de les mettre en œuvre, là aussi la question du coût de cette transition et de la compétitivité des solutions apportées est clé. Et donc effectivement, dans nos réflexions stratégiques au Conseil et puis dans le travail quotidien que nous faisons chez Engie, nous avons donné une très très grande importance à cet accompagnement de la transition énergétique, tout en nous posant la question de l'évolution de nos métiers dans le domaine du gaz. Et il y a des solutions. Le biogaz, par exemple, en est une. Comment est-ce qu'on peut utiliser de la biomasse pour fabriquer du CH4, du méthane, le mettre dans nos tuyaux et en faire un gaz dont l'utilisation ne conduit pas à une augmentation de l'effet de serre. Donc, premier message que je voulais vous passer, dans un conseil d'administration d'un grand groupe, Engie et probablement toutes les grandes entreprises aujourd'hui, ces problématiques sont présentes et alimentent toutes les activités du groupe. Le temps où on avait une direction du développement durable cachée dans un coin, souvent à côté de la direction de la communication, est très largement passé. Aujourd'hui, dans toutes nos activités, dans toutes nos fonctions, ces sujets sont essentiels. On a décidé il n'y a pas très longtemps chez Engie de confier toute la problématique du reporting environnemental à la directrice financière, au CFO. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est le moyen de s'assurer qu'on traite de la même manière performance économique et performance environnementale. Nos ingénieurs sur le terrain, ceux qui dirigent des sites, ceux qui sont au contact de nos clients, ils sont des acteurs au quotidien de cette transformation. Et donc ça m'amène très logiquement à vous dire que dans votre rôle d'ingénieur, vous aurez à traiter de ces sujets. Et donc c'est l'occasion de faire un clin d'œil ou de saluer les ingénieurs élèves qui ont pris l'initiative de monter cette formation. C'est un sujet très important. Je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui de domaine de la vie de l'entreprise dans lesquels ces problématiques ne sont pas un élément important du quotidien de nos cadres, mais aussi de nos équipes de terrain. Dans les 100 000 personnes que j'évoquais tout à l'heure qui sont sur le terrain, on a beaucoup de techniciens. Et ces techniciens, il faut qu'ils soient capables de prendre en compte ces problématiques. Et, commentaire suivant, c'est compliqué, comme Claire l'a évoqué. C'est extrêmement difficile aujourd'hui d'analyser l'impact environnemental d'une technologie, l'impact environnemental d'un business model. Alors je ne le dis pas pour dire il faut renoncer, je le dis pour dire il faut être très attentif à ce qu'on dit. Souvent la définition de ce qu'on appelle les conditions aux limites ou définir le périmètre dans lequel on évalue un impact est absolument essentiel. Et là on a besoin d'ingénieurs, mais on a besoin de décideurs qui soient capables d'intégrer des éléments extrêmement divers. Et là, je crois d'ailleurs que la culture d'ingénieur est la culture d'ingénieur à la française. Et peut-être d'ailleurs, pardon pour faire preuve d'un tout petit peu d'esprit de chapelle, la culture d'ingénieur ou la formation d'ingénieur telle qu'on la développe dans une école comme l'école des mines, très généraliste et très globale dans son approche, je pense qu'elle convient bien, mieux que d'autres types de formation d'ingénieurs dans d'autres pays qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus pointues. Je pense qu'on apprend dans un certain nombre d'écoles françaises, à essayer de comprendre des grands systèmes complexes. Et ça, on en a vraiment besoin dans l'entreprise. Donc, occasion
saluer les efforts qui sont faits au travers d'un séminaire comme celui-ci. C'est pour ça que je suis venu avec plaisir passer cette fin d'après-midi avec vous. Commentaire suivant, là je fais référence à ce que disait Mathieu Orphelin sur les décisions. Et d'ailleurs, je crois que c'était un des thèmes que vous avez vu dans la journée, les décisions techniques, comment est-ce qu'il faut les prendre, comment est-ce qu'on permet aux politiques de les prendre. Bon, je crois qu'il y a des décisions techniques qu'effectivement le politique doit prendre. Et je crois qu'il y a des décisions techniques qu'il faut laisser ce que je vais appeler les forces du marché. Je sais que ça fait un peu vieillot d'utiliser cette terminologie, mais il faut laisser d'autres forces le soin de prendre ces décisions. Je m'explique. Le nucléaire. Le nucléaire, c'est par nature une décision politique. Engie est exploitant de 7 tranches nucléaires en Belgique. Une question qui est posée aujourd'hui, qui est de savoir s'il faut prolonger ou pas certaines de ces tranches au-delà de 2025. Nous nous interdisons de dire ce qu'il faut faire. Il m'est arrivé dans la presse, un petit problème en Belgique en ce moment, il n'y a pas de gouvernement, en tout cas pas de gouvernement soutenu par une majorité capable de prendre des décisions. Il m'est arrivé de dire il est urgent qu'une décision soit prise, parce que 2025 c'est demain dans une industrie comme le nucléaire. Mais ce n'est pas à nous, entreprises, de la prendre. Nous l'exécuterons. Si on nous demande de fermer, on ferme et on s'y prépare. Si on nous demande de poursuivre, on expliquera les conditions nécessaires pour cette poursuite. Mais le nucléaire a de telles implications que c'est une décision de nature politique. Maintenant, est-ce qu'il faut demain, dans la rue, des voitures électriques avec des batteries ou des voitures électriques aussi avec un réservoir d'hydrogène et une pile à combustible? Je ne crois pas que ce soit une décision politique qui doit être prise par la puissance. C'est une décision technique, mais je ne crois pas qu'elle doit être prise par la puissance publique. La puissance publique, elle est là pour fixer des règles, elle est là pour fixer un cadre. Et là, il faut que nous, entreprises, dans certains cas d'ailleurs avec des soutiens publics sur les programmes de recherche, avec des soutiens publics sur les infrastructures. On a besoin dans un cas de prise pour charger sa voiture, dans l'autre on a besoin de réseaux et de pompes qui permettent de mettre de l'hydrogène dans un réservoir. Mais il faut laisser le libre cours à l'initiative dans un cadre qui ait été clairement défini et qui permet à chacun d'agir. Dernier commentaire peut-être, mais c'est vrai que j'aurais sans doute pu poursuivre, le rôle de ce qu'on a appelé les lobbies. Alors, d'ailleurs, je trouve que ça a été bien exprimé tout à l'heure. Je pense que le fait d'inclure des parties prenantes à la décision est absolument essentiel. Et les parties prenantes, c'est des lobbyistes. Oui, quand je suis chimiste, je vais expliquer, je ne suis plus chimiste aujourd'hui, mais je l'étais, j'allais expliquer au Parlement européen ce que la chimie permettait de faire dans tel ou tel domaine, qui pouvait avoir un impact sur leur production réglementaire. J'allais aussi expliquer ce que nous attendions en termes d'environnement réglementaire pour être capable de nous développer ici plutôt qu'ailleurs, pour faire de la recherche ici ou ailleurs. Et ce dialogue, il est essentiel. Un dialogue, ou plutôt des décisions dans lesquelles l'organe politique se coupe de ceux qui ont une compétence, une compréhension des enjeux et des sujets, on n'est pas les seuls à avoir une compréhension, les entreprises à avoir une compréhension des enjeux de ces sujets, est une décision qui est pauvre, un processus qui est pauvre et qui aboutit sans doute à une décision qui ne sera pas la meilleure. Donc il faut qu'on respecte des règles, comme Mathieu l'a dit, la première d'entre elles étant d'ailleurs la transparence. Je pense que de plus en plus d'entreprises publient leur position paper sur leur site, de plus en plus de dirigeants politiques ou d'acteurs du processus politique, comme Mathieu le fait, publient ce que sont leurs contacts avec ces groupes d'influence. Cette transparence, elle est nécessaire. Savoir que l'expert qui vient s'exprimer est un expert qui a travaillé sur des sujets, quelquefois financé par des entreprises, ça ne doit pas l'exclure du débat, mais il est absolument essentiel que cet élément soit porté à la connaissance. Donc voilà quelques-uns des thèmes ou des réflexions que le débat auquel j'ai assisté me suscite. Mais vraiment pour terminer, moi je voudrais vous dire et m'adressant à un public qui n'est pas que d'ingénieurs, qui n'est pas que de jeunes élèves ingénieurs, mais dans lequel il y a beaucoup de jeunes élèves ingénieurs, que la prise en compte de ces sujets dans votre vie professionnelle est essentielle, que votre capacité dans l'entreprise à challenger, dans le bon sens du mot, les choix qui sont faits, les décisions,
Le fait aussi de voter, comme on le dit quelquefois, avec vos pieds, c'est-à-dire de décider tous les matins de venir travailler dans l'entreprise A plutôt que l'entreprise B, dans un contexte dans lequel la course au talent est réelle. Hein. On a tous aujourd'hui un enjeu qui est d'attirer les meilleurs. Cette liberté que vous avez, ce souci que vous aurez dans vos décisions de carrière et puis dans l'entreprise, qui n'est pas une organisation militaire avec un chef qui dit quelque chose et 150 000 personnes qui exécutent, mais un endroit où on débat, un endroit où on confronte des idées, votre capacité à participer à ces débats est essentielle. Et donc je pense que le fait que vous puissiez, au travers de votre cursus, partager un moment comme vous le faites aujourd'hui et demain autour de ces problématiques d'environnement, de changement climatique, de technologie, et que ça vous aide peut-être à remettre un petit peu en question la manière dont vous pensez exercer votre métier d'ingénieur, ceci me paraît essentiel. Et à nouveau, j'espère que vous avez une journée passionnante et j'espère que vous en aurez une demain tout aussi passionnante. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas tout à fait fini puisqu'on a prévu un temps pour de débat avec la salle. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question? Ou alors je vois une main qui se lève, là aussi. Donc tout à fait, donc il nous reste environ 10 petites minutes, 10 minutes pour faire des échanges avec la salle. Merci beaucoup pour cette table ronde. Merci Jean-Pierre Clamadieu pour votre flexibilité. Je ne sais pas si vous êtes disponible pour rester sur le temps d'échange de questions. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Alors, moi, je suis ingénieur aux arts et métiers. Je me présente rapidement. Voilà, c'est tout. Il y a un consensus qui commence un peu à naître. C'est que la croissance verte, c'est pas possible, en fait. Et du coup, ça rejoint un peu l'idée. Est-ce qu'une croissance infinie dans un monde fini, c'est possible? Et donc, quelle place, si ça l'est pas, pour la structure en entreprise qui vit de ça, en fait, de pouvoir croître toujours et encore. Et donc aussi de la société et d'une société de croissance, comment la repenser, quoi. Enfin, comment penser à la société de décroissance, du coup. D'accord. Voilà. Je ne vais pas m'attaquer à ça, c'est une question qu'on s'est posée dans Zen 2050, alors j'ai déjà une réponse presque prête. Zen 2050, ça ne veut pas dire que c'est une société verte, ça veut dire que c'est une société décarbonée. On a fait des études de scénarios qui ont montré que c'était compatible avec la croissance. C'est-à-dire qu'on sait le faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est compatible avec la croissance de tous les secteurs et de toutes les entreprises. Comme je l'ai dit, il y aura des transitions et donc il y a des secteurs qui vont décroître. Le secteur dont on dit efficacité énergétique très poussée et grande économie d'énergie, ça veut dire que les chiffres d'affaires des secteurs de l'énergie ne seront pas que sur la vente d'énergie fossile. Ce secteur-là va devoir décroître. Donc oui, il faut pas. En revanche, on va donner de la valeur à des choses qui aujourd'hui n'en ont pas beaucoup, notamment l'économie de CO2. Donc oui, la taxe carbone, ça crée de la valeur parce qu'on crée une activité d'absorption. Donc ça, c'est du PIB aussi. Donc on change des systèmes de valeur et le monde des ressources est fini, mais le monde de la valeur, c'est la valeur que les hommes créent. Et ils vont créer de la valeur plus intellectuelle, plus propre, mais le système de valeur va changer en effet. Et si je peux ajouter quelque chose, effectivement, je pense que croissance infinie dans un monde fini, ça soulève un petit problème. Ceci dit, la réponse, pour l'exemplifier, dans la ligne de ce que vient de dire, Claire, c'est que pour Engie, nous avons renoncé à voir nos ventes d'énergie croître. Aujourd'hui, l'objectif du groupe, ce n'est pas de vendre de plus en plus d'énergie, c'est au contraire d'aider ses clients à consommer mieux et moins d'énergie. Et ça n'a pas été complètement simple de faire passer cette idée auprès de nos équipes. Je crois qu'aujourd'hui, on y est arrivé et qu'effectivement, le fait que nous voyons notre croissance dans notre capacité à développer des technologies ou des services qui permettent de consommer moins, c'est un moyen de réconcilier une partie des contradictions que vous évoquiez. Je reste persuadé que le mode d'organisation en entreprise et la volonté qu'a chaque entreprise de créer de la valeur, c'est aussi ce qui permet
faire fonctionner notre modèle social. Alors c'est vrai qu'on peut, et je croyais le voir dans votre question, imaginer des bouleversements complets d'autres types d'organisations. Moi, je suis peut-être un peu limité, j'ai un peu de mal à les voir, mais je suis persuadé que qu'on peut concilier une économie en croissance qui permet de maintenir un modèle social qui est le modèle social européen, auquel je pense on est tous au fond de nous attachés. Et dans ce modèle social européen, je mets bien sûr notre capacité à préserver la planète. Y a-t-il d'autres questions ? Merci pour vos interventions. On vient d'évoquer le système de valeur des entreprises et Monsieur Clamadieu, vous avez évoqué la raison d'être d'Engie. Moi, je me posais une question vis-à-vis des entreprises qui sont dans EPE. Donc, c'est le thème très d'actualité des entreprises à mission. Est-ce que les entreprises EPE, c'est des entreprises à mission ? Et sinon, quelle proportion d'entre elles a l'intention d'inscrire une raison d'être dans ces statuts ? Il y en a quelques-unes qui ont déjà une raison d'être dans leur statut. Je pense que Veolia l'a fait. Mais c'est un processus long. Ça leur a pris 2 ans. Donc, quelques-unes sont en train d'y travailler, selon des processus très variés. Et donc, a priori, il y a beaucoup d'entreprises de services publics. Vous avez la Poste, la SNCF, Veolia, services à l'environnement. Donc, c'est des entreprises qui vont pouvoir aller dans ce sens. Est-ce que c'est un changement complet par rapport à leur pratique antérieure ? Je ne suis pas sûre. Mais ça établit et ça légitime, ça donne plus de force à d'autres préoccupations, ça équilibre un petit peu le poids du résultat purement financier dans un certain nombre de décisions. C'est une manifestation de volonté de le faire, d'acceptation du corps social, d'explication, ça fait partie de la pédagogie, donc on peut qu'espérer que oui, il y en a plusieurs qui vont le faire. Bon, moi je serais encore plus optimiste, je serais étonné que... je pense qu'une très grande majorité des entreprises du CAC 40, on peut employer d'autres références que le CAC 40, mais en tout cas les 40 plus grandes capitalisations boursières françaises, viendront à leur assemblée générale en mai prochain avec une explicitation de leur raison d'être. Toutes ne décideront pas de le mettre dans les statuts. Il y a plein de débats sur est-ce qu'il faut le faire ou pas, des débats plutôt de nature juridique, mais je pense qu'on aura tous conduit, ou en tout cas la grande majorité, cette réflexion, et qu'on viendra devant nos actionnaires à l'assemblée générale avec une réponse, dans certains cas très précise et qu'on est capable de capter en quelques mots, quelquefois dans d'autres cas de manière un petit peu plus littéraire, mais c'est très difficile aujourd'hui de ne pas rentrer dans ce débat. Alors, entreprise à mission, on va un cran plus loin, c'est un peu plus compliqué, le concept n'est pas complètement, on n'est pas complètement familier de ceci en Europe, mais il y aura probablement quelques entreprises qui feront ce choix. Oui, je ne sais pas si on m'entend. Je vais me lever. Donc, je m'appelle Nicolas, je suis moi-même chef d'entreprise. J'avais une question d'ailleurs à ce sujet. C'est que dans les débats, là, je trouvais très intéressant ce que vous racontiez sur la démocratie. Il y a beaucoup d'innovations, et je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que les entreprises dont je travaille dans l'IT, je me revendique de l'innovation tous les jours. Par contre, on a des modes d'organisation qui sont figés il y a 100 ans. Et ce qui me pose problème aujourd'hui sur les questions de décision technique, c'est que autant on peut en discuter du nucléaire dans la société, autant j'ai l'impression que même mes salariés, si on faisait des décisions sur des grandes directions techniques, sur des technologies qui seraient impactantes pour la société, pas la société entreprise, mais la société entière, on leur confisquerait, alors que c'est aussi leur métier, et comme c'est leur métier, ce serait peut-être les plus pertinents. Donc ma question sur comment faire progresser cet arbitrage, c'est aussi comment introduire cette question des choix techniques et des choix de démocratie qui ont été... et peut-être aussi du lobbying en interne, j'en sais rien, c'est tous les sujets qui étaient au niveau de la société, comment on les projette dans l'entreprise pour que les choix techniques des entreprises, on parlait des biocarburants de Total, est-ce que les salariés de Total ont participé à cette décision ou est-ce que c'est la direction ? J'en sais rien, je ne travaille pas chez Total, mais je serais curieux d'avoir des retours sur le mode de fonctionnement interne à l'entreprise sur ces sujets techniques, ces décisions de choix vers la transition énergétique. Je vais vous passer le micro parce que l'entreprise, ce n'est pas mon domaine de compétence, je vais rester dans le mien. Non, moi je peux simplement témoigner chez Engie par exemple, on a construit une vision 2030 bottom-up, c'est-à-dire qu'on a effectivement demandé à nos salariés, en particulier ceux de nos salariés qui sont en contact des clients, il y en a beaucoup,
d'aller voir leurs clients et de nous faire remonter. C'est un processus qui a duré presque 6 mois, de faire remonter ces éléments qui ont permis de construire une vision sur ce que sont les attentes de nos clients et sur ce que nous pouvons apporter pour leur répondre. Alors l'entreprise, c'est pas une démocratie, mais moi je me suis fait longtemps le promoteur du dialogue social dans l'entreprise. Enfin, j'ai eu des expériences assez variées autour du thème du dialogue social, et je pense que ce dialogue social, il faut être capable de le déplacer dans un premier temps sur les sujets économiques. Ça, je pense qu'on a réussi à le faire, mais faire rentrer ces sujets environnementaux au sens très large du mot dans le débat qu'on peut avoir au sein de nos instances, en particulier des comités européens qui sont souvent des lieux où on peut avoir une discussion de qualité avec des visions de moyen long terme. Je trouve que c'est essentiel. Et quand on veut se transformer, et tout ce qu'on a dit aujourd'hui nous montre l'importance de cette transformation, il faut emporter tout le monde. Et il n'y a pas que la voie hiérarchique qui est la manière d'emporter les gens. Il y a tout ce qui permet de faire en sorte que nos salariés comprennent, quand ils viennent le matin, à quoi ils contribuent. Et donc, moi, je pense que ce dialogue, il est très important. Et puis, quand on parle de décisions techniques, ces décisions techniques, elles sont prises en essayant d'agréger plein d'avis et pas simplement l'avis de quelques cadres de direction générale. Enfin, les salariés sont des capteurs et il faut savoir les utiliser et transformer l'information, enfin agréger l'information qu'ils nous remontent. Peut-être pour compléter ce qui est en attendant la question d'après, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le dispositif syndical n'a pas forcément aujourd'hui embarqué la transition écologique. Et donc, il y a des courants de pensée dans des entreprises, de la même façon que le manifeste pour un réveil écologique, c'est pas passé par le syndicalisme étudiant. Donc, les syndicats sont dans des préoccupations qui étaient formées historiquement de bien-être des salariés, d'équilibre du travail, etc. La transformation écologique, elle vient apporter une dimension différente qui les challenge aussi. Et donc certains y travaillent, d'autres non, mais ça veut dire qu'il faut inventer un petit peu une nouvelle dimension aux relations sociales dans l'entreprise. Bonsoir. J'avais une question plutôt pour Madame Tutenui, mais peut-être que les autres voudront rebondir. Vous expliquez tout à l'heure que les entreprises doivent prendre leur part de responsabilité aussi vis-à-vis du consommateur. Et les entreprises membres de l'entreprise pour l'environnement, finalement, signent une charte de développement durable des entreprises. Ma question, c'était certaines entreprises vont continuer à faire de la publicité sur des produits qui ne rentrent pas vraiment dans cette charte. Par exemple, on pourrait penser à l'exemple des SUV. Comment est-ce qu'on peut, de un, inciter ces entreprises? Est-ce qu'elles trouvent un intérêt à repenser leur communication, voire leur modèle? Mais aussi, est-ce qu'il y aurait un moyen de mettre en place une certaine forme de contrôle de l'action vis-à-vis de l'action de communication vers le consommateur vis-à-vis de ses engagements dans ce genre de charte? Je vais laisser Claire répondre. Moi, je vais m'éclipser discrètement, mais simplement, je voulais vous dire au revoir et vous remercier pour la qualité de l'écoute et du débat. Merci. Il y a deux éléments de réponse sur les SUV, puisque SUV il y a dans la question. La première, c'est qu'aujourd'hui, les besoins d'investissement pour développer la nouvelle génération de véhicules décarbonés sont tels que les entreprises ont besoin de résultats. Et qu'aujourd'hui, ce sur quoi il y a de la marge, c'est le SUV. Donc on est dans l'arbitrage court terme, long terme, qui est compliqué. Le deuxième élément de réponse, c'est que les gens en demandent, ils en achètent. Donc il y a une compétition, c'est un marché, c'est le segment de marché qui est dynamique en ce moment. Bon. Donc les entreprises, si elles ne font pas leur pub, c'est d'autres qui le font et il n'y a pas qu'une entreprise qui vend des SUV. Donc ils sont dans de la compétition, là encore, court terme, long terme, parce que des parts de marché qu'on a perdues sur le segment dynamique, est-ce qu'on les retrouvera sur le segment d'après? C'est un pari difficile. Troisième élément, si vous prenez les publicités que fait Renault, vous prenez les minutes de publicité pondérées par l'heure de grande écoute, enfin, etc. Le nombre d'impressions, pour parler Internet, de la publicité pour le véhicule électrique est très, très, très largement supérieur. Le poids de la voiture électrique dans la publicité est très largement supérieur au poids de la voiture électrique dans les ventes. Vous avez un tiers de la publicité ou un moitié de la publicité qui est pour le véhicule électrique, 3% dans les ventes, enfin, peut-être 4 ou 5 maintenant. Donc il y a un effort, certes, c'est pas noir ou blanc,
c'est pas 100%, mais il y a un très gros effort pour orienter le consommateur dans ce sens du véhicule électrique. Donc c'est des dimensions temporelles, c'est difficile de prendre une photo à un instant donné, mais oui, il y a une prise de conscience, en tout cas, à la fois de l'attente des citoyens, et le panel citoyen a donné des messages très clairs sur le sujet, et la Convention va en donner certainement aussi, donc d'une interpellation et puis d'une opportunité. Il y a aussi le politique qui peut faire quelque chose, et Mathieu Orphelin, qui était assis là tout à l'heure, a déposé un amendement qui malheureusement n'a pas été retenu pour interdire la publicité sur les SUV, ou tout du moins mettre des annotations pour que je... Voilà. Non mais c'était plus que ça, mais il n'est plus là. Mais... Oui. Entrepreneur, ancien de Total, ayant effectué pour l'instant la majorité de ma carrière dans le pétrole et maintenant dans l'hydrogène. J'ai une question pour Claire Tutenuy que j'aurais pu poser à Monsieur Clamassieux, excusez-moi. Oui. On a bien identifié que la transition écologique, c'est des risques et c'est des opportunités. C'est des risques. Quels seront, selon vous, les futurs Kodak? J'entends par là Kodak, la société qui, lorsque j'étais sur les bancs de cette école, nous fournissait ces petits appareils portables qui contenaient une pellicule avec 36 photos dedans et qui a complètement disparu du paysage. J'ai envie de poser la question à la salle. Qui a envie de faire une start-up pour faire tomber quelle entreprise ? Je ne vais pas avouer que c'est le choix que j'ai fait, c'est pas ce que j'ai dit, non, mais je veux dire, en étant passé à l'hydrogène. Mais le pétrole est risqué, oui. On aura des surprises sur des business models qui vont marcher. Airbnb est un modèle qui bouscule l'hôtellerie et qui n'était pas inventé il y a, je sais pas, 10 ans, 15 ans. Donc c'est difficile de dire ce qu'on va inventer quand même. Malheureusement, l'école va nous mettre dehors, donc on va être obligé de s'arrêter là. On va aller continuer au cocktail. Vous pouvez continuer à poser des questions au cocktail. Oui, ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un cocktail qui sera en salle des colonnes pour ceux qui connaissent. Sinon, il y a une jolie signalétique et il y aura des personnes pour vous indiquer. J'aimerais qu'on remercie chaleureusement les intervenants qui sont présents. Et les organisateurs. Premièrement, au titre de leur présence, et j'aimerais qu'on les réapplaudisse une deuxième fois pour leur flexibilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des contraintes d'emploi du temps et ils ont réussi à s'adapter. Merci à eux.